Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette séquence. Nous allons débattre ce matin d'un sujet qui effectivement préoccupe les professionnels des médias, mais doit également préoccuper chacun d'entre nous, citoyens, individus. La question qui va nous amener à discuter ce matin, c'est les Français et les médias. Leur perte de confiance est-elle inéluctable? Alors vous voyez évidemment qu'il y a un parti pris déjà dans cette interrogation, mais il y a un point d'interrogation quant à la perspective des relations entre les citoyens et les médias. Pour en discuter, deux praticiens, deux spécialistes, Christophe Deloire, qui est le secrétaire général de Reporters sans frontières, donc effectivement qui a déjà une dimension également de comparaison internationale, parce qu'on parle des Français en tant que tels, mais de voir comment est-ce que ce phénomène est apprécié plus globalement à l'étranger éventuellement, et en quoi ça peut représenter un danger, et donc une manière de se ressaisir qui serait intéressante à envisager. Nicolas Vidal, qui est donc créateur de BSC News, qui est un web magazine culturel, qui est un groupe, mais qui est également le fondateur de Putsch, Putsch, qui est un web magazine culturel, et qui a signé chez Hugo Doc un livre qui s'appelle « Média, le grand errement ». Donc là, on voit que par rapport à notre interrogation, il y a un parti pris qui a déjà été retenu, et donc c'est l'intérêt de notre conversation. Alors déjà, cette question de perte de confiance, est-ce que c'est un constat que vous partagez et comment est-ce que vous l'analysez, Nicolas ? Oui, effectivement, j'ai travaillé déjà sur ce livre et ce matin, c'est formidable parce que vous savez, vous avez les études de Lacroix-Cantar qui sortent à chaque début d'année et vous avez une étude IFOP qui est sortie mercredi et on est passé à 55% de défiance des Français envers les médias et il y a des choses extrêmement intéressantes. Dans cette étude que j'ai lue ce matin, des Potrons Minés, on voit que le mot colère et le mot dégoût commencent à arriver aujourd'hui dans l'expression que les Français ont pour les médias, à près de 20%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque mois qui passe, à force que le temps se diffuse, une partie des Français aujourd'hui a de moins en moins confiance, a de plus en plus de défiance, et maintenant, je le répète, on voit apparaître des mots comme colère et dégoût. C'est l'IFOP, c'est une étude qui est sortie mercredi. Ça, c'est extrêmement grave. Et dans ce livre-là, j'essaye, alors parti peut-être, mais j'essaye d'analyser et j'essaye de décrypter pourquoi, à un moment donné, il y a cette méfiance et cette défiance d'une partie des Français pour les médias. Voilà un peu l'objet de ce livre-là et nous allons en débattre, j'imagine. Alors justement, Christophe, ce constat, ce diagnostic, est-ce que vous le partagez? C'est-à-dire, est-ce qu'en tout cas l'observez et effectivement pas, et je m'en doute, avec les mêmes analyses? La défiance, la colère, elles sont assez évidentes. Après, il y a des choix en matière d'interprétation. Et en fait, il y a deux grands types d'interprétation. Quand il y a colère, défiance, c'est dans une relation entre les médias et le public. Et il y a des raisons qui sont internes aux médias, qui sont liées au fonctionnement des médias et à la réaction du public vis-à-vis de ce fonctionnement, et d'autres qui sont externes aux médias, qui sont liées au public lui-même et au fonctionnement du public lui-même, dont on ne peut pas exonérer aussi une forme de responsabilité dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut regarder, étant entendu que sur le plan international, la confiance dans les médias n'est pas toujours le critère qu'il faut aller regarder. Je vous donne un exemple. Il y a une étude d'un cabinet américain qui fait une étude internationale régulière qui s'appelle le Edelman Trust Barometer, et dont vous regardez les diagrammes et vous voyez que le niveau de confiance est vraiment très très élevé dans un pays, en Chine. Est-ce que le niveau de confiance est nécessairement corrélé à la qualité des contenus, à l'indépendance des médias, à la liberté de la presse? Manifestement, non. Ça n'est pas la seule explication. Alors, effectivement, peut-être se mettre d'accord également sur ce qu'est un média. Parce qu'on s'est aperçu que si on avait une acception historique, ancienne, radio, télévision, presse écrite, un média, et vous en êtes la démonstration, avec la capacité qu'offre aujourd'hui la technologie de prendre l'initiative avec des moyens plus limités que s'il fallait avoir une imprimerie. Voilà, c'est ça, enfin, en tout cas, qui serait, mais adapté à une capacité de production et de diffusion. Donc, effectivement, déjà, ce terme, vous pensez que cette défiance, elle vaut pour les médias dans leur acception historique, ou effectivement, c'est toute personne dont le rôle est de mettre à disposition de l'information, quel que soit le véhicule technique ou économique?
Bah oui, effectivement, on peut le définir. Aujourd'hui, moi, quand je parle de médias, je parle de certains grands médias et de certains éditorialistes, je veux dire parisiens, parce que c'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, dans cette défiance-là, moi, je le vois en permanence et je le vois depuis un certain temps, puisque je suis aussi un journaliste de terrain. Et je me souviens effectivement que, notamment quand j'ai fait les premiers ronds-points, parce que j'en parle beaucoup, c'est des Gilets jaunes, je me souviens que la première question qui arrivait quand je me présentais sur un rond-point, c'est de qui êtes-vous, pour quel média vous travaillez. Et effectivement, selon les réponses qui étaient données, l'accueil était beaucoup moins favorable. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'accueil était beaucoup moins favorable. Je n'ai pas essayé d'être répulsif à ça. J'ai essayé de comprendre à un moment donné pourquoi, quand on se présentait effectivement sur des ronds-points ou des manifestations, on pouvait être traité moins ou mieux. C'est vraiment des réflexions de fond. Et c'est pour ça que j'essaie d'analyser dans ce livre-là quels sont les médias. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, là, dans ce livre-là, il est question des grands médias, ce que j'ai appelé aussi les faiseurs de roi. Ce que j'ai appelé les feux des grands médias parisiens, l'endogamie des médias parisiens, qui font les faiseurs de roi, notamment en politique, et qui ont impulsé pendant un temps long l'agenda de l'info, l'agenda souvent parfois politique, qui ont fait monter des candidats, on l'a tous vu. Et aujourd'hui, dans ce livre-là, j'essaie d'expliquer en quoi les grands médias sont en train de perdre le monopole de l'information. Très sincèrement. Et ça, il faut y réfléchir. Je pense qu'on ne peut pas, à un moment donné, il faut arrêter de faire la tentative ou l'autruche, concrètement, aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est comme ça que j'essaie de décrypter, mais on en reparlera, et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il y a aussi une responsabilité, vous avez raison, des Français dans cette perte de confiance-là. Et ça, c'est un point important que j'aborde aussi dans mon livre, que j'ai voulu équilibrer. Certains ont dit que c'était une charge contre les médias. Non, c'est pas une charge. Ah, le grand errement, donc... Oui. Moi, je tire simplement la sonnette d'alarme sur ce qui se passe aujourd'hui en fonction de ce que j'ai compris de la situation et de mon analyse personnelle. Christophe, média, c'est un mot un peu fourre-tout, effectivement, par rapport à la diversité de ce que ça peut représenter. Média, au sens étymologique, ça vient de médiation. Il y a eu une période historique dans laquelle ce qu'on a appelé les médias, c'était les médias d'information, les médias employant des journalistes, diffusant aussi du divertissement, d'autres formes du contenu, mais c'était au fond un secteur économique qui était établi par une régulation différente en fonction des types de médias, de la presse écrite, de l'audiovisuel. Et donc c'était un secteur assez délimité parce qu'il y avait une forme de rareté. Parce que pour diffuser un journal avec une certaine audience, il fallait des moyens. Pour diffuser sur les ondes radio de la télévision ou de la radio, il fallait un accès à ces ondes. Donc c'était très clair et délimité. Et l'enjeu, c'était de gérer le pluralisme, l'honnêteté, la fiabilité de l'information à l'intérieur de ce secteur. Ce qui a fait perdre aux journalistes, au journalisme, le monopole de l'information, je ne crois pas que ce soit l'évolution de sa relation avec le public, c'est tout simplement le changement de l'écosystème de l'information. C'est le fait qu'aujourd'hui, chacun peut, de manière directe, diffuser des contenus. Là où avant, il y avait des barrières à l'entrée. Des barrières techniques, des barrières économiques, des barrières professionnelles. Et ça a explosé. Aujourd'hui, on a un espace de l'information qui est global, qui est international, sans frontières et sans considération de statut. Chacun peut être sur les réseaux sociaux. C'est un fait majeur, non seulement pour le journalisme, mais même pour les démocraties. Parce que pour la première fois dans l'histoire des démocraties, des contenus de manière très qui sont très différents sont en concurrence directe. La propagande d'État, la publicité, le journalisme de bonne ou de mauvaise qualité, mais aussi les insultes de l'automobiliste à son volant, la chanson sous la douche, la conversation à la table du dimanche, tout ça se retrouve en concurrence directe. Donc au sens strict, il y a toujours un secteur des médias réglementé sur le plan national, mais la réalité de l'écosystème de l'information, c'est qu'il n'y a plus de secteur des médias. Et c'est une question majeure, puisque des distinctions qui autrefois... sur lesquelles était fondée la régulation, ne portent plus du tout. Il y a même une distinction de plus en plus faible entre les hommes et les machines, entre les hommes et les algorithmes. Enfin, quand je dis homme, être humain. Et ça pose un problème majeur, parce que la confiance aussi, d'une certaine manière, elle reposait sur des distinctions. J'en prends une qui était fondamentale, la distinction entre le journalisme et la publicité. Certains diront que parfois il y avait des contenus sponsorisés, que tout n'était pas parfait, qu'il pouvait y avoir des modes de corruption journalistique, évidemment. Mais le principe quand même, et le fonctionnement classique, c'était une très grande distinction, et avec une exigence d'indépendance vis-à-vis du financement s'agissant du journalisme, qui était posée à la fois par la législation et par
l'autorégulation, par l'éthique journalistique. Et donc ce chaos informationnel dans lequel on se trouve, qui apporte des bienfaits, parce qu'évidemment, ça permet une communication horizontale, ça permet à chacun, au moins théoriquement, de communiquer, même si on peut douter du fait que ce système aujourd'hui provoque une plus grande reconnaissance de l'un par l'autre et une plus grande communication de fait. Mais ça emporte des conséquences et ça nous oblige aujourd'hui à trouver des solutions pour remettre des garanties démocratiques. Pour les remettre, il faut les redéfinir, parce que le changement de paradigme est tel que notre régulation d'autrefois, elle ne marche plus du tout. Il y a tellement de sujets, j'en donnerai un ou deux. Quand aujourd'hui, vous pouvez demander à de l'intelligence artificielle, Alexa ou Siri, Alexa, Siri, dis-moi si, dis-moi. Il y a un potentiel de manipulation absolument dément de la part de ceux qui écrivent le code d'Alexa et Siri. Oui, le biais algorithmique. Il faut une réponse unique. Ça n'est plus vous allez consulter une diversité de médias et faire votre choix en sachant à peu près qui parle. Là, vous ne savez pas d'où ça vient, si votre voisin a la même réponse, si la réponse est fondée en fait ou pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les messageries privées. Aujourd'hui, une bonne partie de l'information passe par les messageries privées. Et dans certains pays, y compris s'agissant des campagnes politiques. Et en fait, c'est très simple pour un très grand parti. Alors, ça a été le cas dans des pays comme l'Inde, avec le BJP, au Mexique, où vous pouvez envoyer 30 millions de messages. Et ou via Facebook, comme on l'a vu aux États-Unis avec l'affaire Cambridge Analytica, où le message dépend parfois plus de celui qui reçoit que de celui qui envoie. On n'est plus dans la correspondance privée. Et pourtant, s'agissant des messageries privées, aujourd'hui, c'est considéré comme de la correspondance privée. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a plein de nouvelles questions et c'est l'occasion, je crois, et on parle ce matin de défiance, de colère, mais de se reposer la question collectivement, en tant que citoyen, avec des vues sans doute divergentes. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre délibération publique? Quels doivent être les principes? Comment cette place du village, qui est largement globale aujourd'hui, mais qui à certains égards demeure nationale, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les règles de la discussion? Parce qu'il y a toujours des règles. Avant, c'était le Parlement qui les fixait, et la régulation des médias, elle était assez invisible pour le grand public. Qui connaît la loi Bichet qui garantit la distribution de la presse en France? Personne. Néanmoins, chacun, en allant au kiosque ou chez son marchand de journaux, en profite. Qui connaît la loi de 90 sur l'audiovisuel? Pas grand monde. Ça apporte des bienfaits. Pas suffisants, dira-t-on, mais ça apporte des choses. Et aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui édicte la loi. Sauf que aujourd'hui, ceux qui édictent la loi dans l'espace digital, de plus en plus, et je m'en tiendrai là pour cette intervention, c'est Mark Zuckerberg, les dirigeants de plateformes. Ils ont, au sens strict, remplacé les parlements. L'équivalent de la loi Bichet sur le numérique, sur le digital, ça n'est plus le Parlement national, européen ou je ne sais quelle organisation internationale, c'est Mark Zuckerberg. Les conditions générales d'utilisation. C'est l'équivalent de la loi. Il y a un terme en informatique, le code, c'est la loi. Mais c'est tout à fait exact. C'est lui qui prévoit ce qu'on voit le plus, il est soumis à quelques lois, mais qui sont au fond très sommaires. Voir ce qu'on ne voit pas, parce que s'il choisit de retirer ou de mettre aujourd'hui, non visible des contenus. Alors, il a des obligations s'agissant du terrorisme, s'agissant de résultats sur ce qui fait exception à la liberté d'expression. Mais sur la fiabilité, le pluralisme, l'honnêteté de l'information, il n'y a rien. Donc c'est de plus en plus Mark Zuckerberg et ses semblables. Et de l'autre côté, Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois, et ses semblables, qui sont aussi, eux, en train d'imposer leurs règles. Et donc il y a un enjeu pour les démocraties de se réapproprier les clés de l'espace public, et d'imposer leurs principes. Mais pour ça, avant, il faut le définir, et ça mérite une vraie grosse délibération publique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre clivage, et c'est le cas par exemple avec votre webzine culturel, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi, et c'est pas de mettre les jeunes contre les vieux ou les anciens contre les modernes, mais en plus une vraie rupture générationnelle, c'est-à-dire de gens qui, les médias que vous évoquez, en temps de consommation, il est très modeste, il est très limité, de télévision audiovisuelle, de radio linéaire est quelque chose d'extrêmement limité, et de presse écrite certainement encore plus. C'est-à-dire qu'on a également une poussée d'usages qui se font en dehors de cette sphère médiatique que vous contestiez, en tout cas parce qu'en fait la question qui se posait, c'est il est possible aussi que cette nouvelle génération, ne fréquentant pas ces cénacles-là, en fait que les errements ne sont pas tellement le sujet, mais qu'elles le sont transitoirement pour une génération qui continue à les regarder, à les consommer.
Oui, alors moi je pourrais répondre comme ça, c'est que déjà, ce qui est intéressant pour des médias comme le mien, c'est que les réseaux sociaux, Internet a énormément démocratisé la création de médias, la source d'information. C'est-à-dire que moi, s'il n'y avait pas eu Internet, j'aurais jamais monté BSC News, et puis ensuite, j'aurais pas lancé Putsch Média, qui est vraiment un média sur le pluralisme des voix et le débat. Et ça nous a permis, à moi et à d'autres, effectivement, de pouvoir occuper un espace, un segment, que je n'aurais pas pu occuper s'il avait fallu lancer un journal papier avec des moyens. La dimension industrielle, voilà. voilà. La diffusion, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu que j'aille tracter dans mon quartier à l'époque, à Montpellier, avec mes petits trucs pour avoir 3 lecteurs. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc Internet a énormément démocratiser ça. Et autre chose, Internet aussi a permis la diversification, parfois dans bien des excès. Je m'explique, excusez-moi, je vais y revenir, mais les Gilets jaunes, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ont fait les Gilets jaunes dès les premiers mois, les premières semaines des ronds-points? Ils ont commencé à sortir les téléphones portables, les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont filmé tout ce qui se passait. Donc en fait, il est né de ce mouvement-là, et je crois vraiment, moi je l'ai vu en direct, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, et j'ai vu la création de plusieurs médias citoyens. Parce que les gens, comme ils estimaient que sur les manifestations ou dans les ronds-points, la grande presse ou les chaînes info ne retranscrivaient pas ce qui s'y passait réellement, ils se sont mis à sortir leur téléphone portable et ils ont filmé tout ce qu'ils vivaient. Oui, mais voilà. Ce qui était aussi, alors sans parti pris, mais c'est le fait aussi que la multitude des points d'actualité, ou disons des ronds-points, en tout cas, faisait aussi que matériellement, il ne pouvait pas y avoir. Ce n'est pas de la censure ou ce n'est pas du jugement, c'est qu'il y a un choix éditorial d'une région, de localisation. Et que chacun, avec son téléphone, peut à ce moment-là, évidemment, être le témoin d'un micro-événement, et c'est pas de jugement de valeur, mais ça reste un micro-événement. Mais je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte, il ne faut pas le prendre comme un fait divers. C'est un vrai basculement dans ce pays. Certainement. C'est un vrai basculement. Il y a des gens qui ne savaient pas, et moi j'ai vu des gens qui étaient boulangers, qui étaient ici, et qui se sont mis en 3 mois, 4 mois à acheter des téléphones, à acheter des micros, à acheter des LED, à commencer à acheter des micro-cravates, et qui se sont mis à s'interviewer entre eux. C'est-à-dire que c'est un basculement. Et je pense qu'une partie de la presse parisienne n'a pas bien senti ce qui se passait là-dedans. Et il est né en espace de 2-3 ans, après, mais allez voir sur les réseaux sociaux, le nombre de myriades de médias citoyens, ce qu'on appelle médias citoyens, on pourrait redéfinir, mais au moins de web reporters ou de reporters, moi j'aime bien reporters citoyens, qui se sont montés, qui continuent à exister, et qui ont généré 100, 200 000, 300 000, 400 000 fans sur les réseaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très suivis. Ça, c'est un basculement fondamental dans notre société. Et donc les gens ont fait finalement l'info comme ils voulaient la faire. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de journaliste, il n'y a pas de décryptage, on est d'accord là-dessus. Mais je veux dire qu'il faut voir le mouvement que ça a engagé dans ce pays. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez des places fortes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui génèrent énormément de monde. Donc une nouvelle fois, soyons très clairs, il n'y a pas question d'idéaliser ces initiatives. Il y a des excès, il y a beaucoup de bêtises, moi je les suis en permanence depuis 2 ans, mais et après, il s'est fait aussi également des petits médias indépendants ou des médias citoyens, ce qu'on veut, finalement, qui sont devenus extrêmement politisés aussi. Vous avez des communautés sur Facebook, notamment Révolution Permanente ou d'autres trucs comme ça. Aujourd'hui, ils sont super... Et quand ils ouvrent un live Facebook, comme on est en train de faire en ce moment, sur une manifestation, vous pouvez avoir 3-4 000 personnes en ligne. Il y a encore 4 ans de ça, c'était impensable. C'était absolument impensable. Et c'est la défiance des grands médias qui a permis à ces gens-là de se former très rapidement, parce qu'ils n'ont absolument pas fait l'école de journalisme. Et ils se sont formés sur le tas en achetant, je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que du matériel. Et pourquoi c'est de la défiance et pas un appétit pour? C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas construits, parce que de toute façon, le 20h de TF1 n'allait pas forcément dans leur village. Enfin, pardon, le 13h, il y allait peut-être, mais pas le 20h. Enfin, de toute façon, ils n'étaient pas au cœur de ce que vous appelez l'actualité ou des médias parisiens. Donc, en fait, on pourrait le voir aussi de manière constructive, de dire, après tout, ce sont des gens, comme ils auraient pu créer un journal local qui, simplement, là, même réflexion et même raisonnement, je ne vais pas créer du papier ma distribution, donc je le fais avec mes moyens. Et donc ça peut être une dynamique qui n'est pas forcément contre, mais qui est plutôt pour, enfin voilà, de gens qui décident de partager quelque chose. Après, effectivement, mais... Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que tout à l'heure, vous en parliez, Christophe Deloire, là-dessus. C'est-à-dire que tous ces gens dont je parle, à un moment donné, c'est ce que j'appelle la France périphérique, s'est désintéressé des médias. Et là, il y a une responsabilité, je le dis dans mon livre, il y a une responsabilité aux citoyens d'avoir délaissé pendant 20 ans, d'être allé plutôt sur Netflix qu'acheter la presse et se renseigner et apprendre et regarder les choses et essayer de mieux comprendre le monde qui les entoure. D'accord ? Mais quand il y a eu cette crise sociale, cette crise populaire, cette crise sociale de fond, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit encore hier, on en a encore parlé, c'est une crise qui vient de loin. Pour le coup, il a raison. C'est une crise qui vient de très loin et qui a été exacerbée en 2018. Mais finalement, ces gens se sont rendus compte, en fait, ils ont pris conscience du fossé qu'il y avait avec
une certaine partie de la grande presse et leurs conditions, de ce qu'ils vivaient eux au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'avait plus pris en compte ce qu'ils étaient, on les avait abandonnés, médiatiquement, on les avait oubliés, et puis après, rapidement, il faut quand même le dire, à un moment donné, il faut le dire, il ne faut pas avoir la langue de bois. Dire, moi, j'ai suivi le mouvement, j'ai suivi le traitement médiatique du mouvement, il y a eu des émissions, c'était dégueulasse, très sincèrement. Donc, à un moment donné, quand vous êtes sur des ronds-points, que vous essayez d'avoir des revendications et que vous allumez la télé et que souvent, on a eu des éditorialistes qui ont quand même été extrêmement ignobles dans les mots sur le traitement, ça aussi, c'est le traitement médiatique qui a été fait. Et donc, vous avez, quand vous dites, effectivement, c'était peut-être l'émergence de gens qui avaient l'appétit pour des médias, non. Pour moi, c'est pas ça. C'était des gens qui ont voulu montrer un autre point de vue de ce qui se passait à leurs yeux, sur ces manifestations et qui ont essayé de montrer la forme de leurs revendications, de façon grossière ou pas, peu importe. Mais moi, je prends le point éditorial, je me suis dit, c'est vraiment un passage extrêmement intéressant et je pense que c'est un mouvement de fond qui a continué et ça a continué après. Vous avez la réforme des retraites, vous avez eu une nouvelle fois les grandes manifestations, vous avez eu des médias qui sont montés et aujourd'hui, vous avez une kyriade d'informations, une kyriade d'éléments, une kyriade finalement de petits embryons médiatiques qui attirent énormément de gens. Oui, mais ils se politisent aussi beaucoup. Oui, mais est-ce que, par exemple, si on montait dans le monde de l'entreprise, on pourrait se dire, c'est formidable, il y a plein de start-up et ça ne remet pas en cause les grands groupes. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le fait de l'interpréter comme étant une contestation, presque le fait de miner ou de saper des organisations anciennes. Non, c'est une effervescence qui peut, après, on va voir comment elle va se consolider, comment elle va se financer, comment elle va se renouveler. Alors, juste peut-être un mot par rapport à cette analyse, Christophe. Non, mais il y a beaucoup de choses. Et je reviendrai sur les reproches, et pour certains absolument légitimes, à mon sens, qui peuvent être faits aux médias. Mais d'abord pour dire que quand il y a plainte, quand il y a colère, on peut considérer que c'est un absolu et qu'elle est en soi légitime. On peut aussi prendre une forme de distance. Et s'agissant y compris du traitement des Gilets jaunes, on a vu que des reproches étaient faits à des médias identifiés, qui venaient d'un côté et de l'autre. Parce que le média pluraliste, qui fait appel ou va donner la parole à des personnes différentes, par nature, il ne colle pas précisément à ce que chacun souhaite. Et donc, des chaînes tout info, et dont je ne justifierai pas ici du travail, mais étaient critiquées à la fois par les autorités en disant regardez, il y a des centaines de gilets jaunes, et vous en faites, comme c'était une manifestation massive, et donc vous contribuez à monter le mouvement. Et à l'inverse, des gilets jaunes disaient vous ne montrez que la violence, vous ne nous donnez pas assez la parole, etc. Donc il y avait des critiques totalement contradictoires. Et de fait, on est aujourd'hui dans une société où l'écosystème médiatique, je ne dis pas journalistique, je dis bien médiatique parce que je le distingue, permet à chacun de diffuser directement sa parole. Alors ça vaut dans l'ensemble du monde, hein, c'est les groupes djihadistes, les entreprises, les ONG, n'importe qui, les individus, peuvent tenir leur propre discours et s'adresser à ce qu'ils estiment être leur public. Il y a une désintermédiation totale. Et donc que certains préfèrent donner des interviews, mais ça ne fait pas nécessairement du journalisme. Et alors nous, on a beaucoup utilisé l'expression journaliste citoyen, on est en train d'en revenir, parce que, au fond, l'idée selon laquelle il y a des journalistes citoyens, de notre point de vue, finalement, ça ne tient pas beaucoup. Il y a le journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? C'est un ensemble de droits et de devoirs. C'est des droits qui, au fond, sont ceux de l'ensemble des citoyens, plus un sur la protection du secret des sources, mais au fond, il n'y a pas beaucoup de droits supplémentaires pour les journalistes. En revanche, il y a des devoirs supplémentaires, et d'ailleurs, la charte de Dominique commence par 10 devoirs avant préciser 5 droits. Elle est dans mon livre. Ah, mais en intégral, je ne conteste pas. Oui. Et qui sont liés aux méthodes professionnelles et aux règles éthiques. La question, c'est comment cette fonction sociale, qui peut être exercée par des gens qui ont un statut différent, mais on lui donne un avenir. Et aujourd'hui, cette fonction sociale est en danger. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on respecte des règles éthiques et qu'on utilise des méthodes professionnelles, ça coûte cher, c'est pas nécessairement porteur en termes d'audience. Et donc, comment on redonne un avantage dans l'écosystème de l'information à l'exercice de cette responsabilité journalistique, sans orientation politique, et ça, c'est un enjeu majeur. Pour revenir sur la question du reproche
des reproches légitimes qui peuvent être faits aux médias. Donc voilà, je ne me retiendrai pas chacune des critiques parce qu'au fond, ça en dit autant sur ceux qui les expriment que sur l'objet de leur critique. Mais de fait, il y a une critique assez forte, je crois, assez générale, d'une forme d'idéologie journalistique, de culture journalistique, qui n'est pas liée au journaliste lui-même, mais qui est liée à parfois une prétention de groupes sociaux, et peut-être les journalistes sont-ils un peu plus proches de certains groupes sociaux que d'autres, de donner des leçons de morale, de dire s'il y a eu des tabous dans le journalisme, il faut bien le dire, par exemple sur les questions du protectionnisme. Pendant très longtemps, c'est une question dans les médias, que je ne qualifierais pas de dominants, mais dans les médias les plus importants, ce débat-là n'avait pas de place. Et donc, dès que les journalistes, c'est vrai, ou les médias au sens plus large, privent les citoyens de débat, il y a une réaction, une violence très forte, parce qu'il y a un sentiment que leurs intérêts ne sont pas reconnus, que la légitimité de leur vision n'est pas reconnue. Et donc ça, c'est le plus grand point, je crois, c'est d'éviter ce que... je n'apprécie pas tout ce qu'il a dit sur les journalistes, mais Jean-Luc Mélenchon avait une très bonne formule, en parlant parfois de caricature médiatique. Et dès lors qu'il y a une caricature médiatique, il y a une réaction très forte à leur rencontre. Et ça, je pense que les journalistes doivent revenir à une position plus modeste. Ils ont une fonction qui est, je crois, très noble, qui est d'aller chercher les faits. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui, quand vous allez à Bagdad et que vous prenez des risques pour aller à Bagdad, eux sont restés dans votre salon et vous disent non, vous avez tort, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est très illégitime. Mais en revanche, c'est d'aller chercher partout sur le terrain, à Bagdad ou dans n'importe quel coin de France, et d'aller raconter ce qui s'y fait avec une pluralité de... Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous, Christophe Deloire, là-dessus. Je suis totalement d'accord avec cette analyse-là. Et je prendrai un exemple très simple, c'est-à-dire que le pluralisme des voix, ça me semble extrêmement intéressant. Et un peu d'objectivité, c'est compliqué. Mais je vais prendre un exemple très simple pour rebondir sur ce que vous dites. Parce que vraiment, je partage en tout point ce que vous venez de dire là-dessus. Je ferai prendre un exemple très récent qui va être en cours en ce moment, c'est la réforme des retraites. Moi, je suis spécialiste des questions européennes, par exemple. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur la chaîne RT France. Et ça fait 2 ans et demi que je dis dans mes éditos politiques que la réforme des retraites est une exigence bruxelloise de l'Union européenne. Mais pour ça, et quand j'ai eu dit ça au début, on me dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, toujours le totem bruxellois, toujours le totem bruxellois. Le problème des gens qui me racontent ça, c'est qu'ils n'ont lu aucun des textes européens. Aucun des textes européens. Aucun des textes européens. Et il y a aussi une forme d'idéologie. Et il y a eu, en avril dernier, Public Sénat a fait un article 27 avril 2021, hein, en disant « Ah, effectivement, peut-être que la réforme des retraites est comprise dans le plan de relance européen. » Ça fait juste 2 ans et demi qu'on le dit. Donc on nous a expliqué pendant les grandes manifestations contre la réforme des retraites que finalement, il n'est pas question de dire ici « je suis pour ou je suis contre ». Il était simplement question de dire le traitement médiatique, une nouvelle fois, pour sortir un peu des gilets jaunes et parler d'autres choses. De dire les médias, et c'est pour ça que je vous rejoins, les journalistes auraient dû dire « Voilà, la réforme des retraites, effectivement, c'est un engagement français par rapport à Bruxelles, par rapport à l'Union européenne, y expliquer pourquoi. Mais quand on commençait à avancer cette idée, donc quand un éditorialiste, ou même que les invités sur le plateau plutôt politique essayaient de le noter, ils étaient immédiatement traités de patriotes, de souverainistes, de fascistes, de nationalistes. Vous voyez qu'à un moment donné, et vous avez raison, Christophe Deloire, c'est qu'à un moment donné, ça génère une réaction violente. Violente. Et même moi, c'est ma partie, donc je peux en parler. Je me demandais, mais comment font-ils ces gens-là sur des heures et des centaines d'heures de plateau? Parce qu'on en a mangé de la réforme des retraites sur les plateaux télé. On a eu des débats où pratiquement personne n'a parlé de ce lien absolument incestueux entre la réforme des retraites et Bruxelles. Et ça n'a jamais été traité. Alors soit c'est pas bosser ses dossiers, c'est pas bosser ses textes, soit c'est péché par omission. Dans les 2 cas, c'est grave. Et effectivement, après, il ne faut pas s'étonner. Et c'est l'objet de mon livre, hein. Il ne faut pas s'étonner aussi qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un esprit extrêmement en revêche contre une partie de la classe médiatique. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas faire de l'information. Mais est-ce que la sanction, elle n'est pas le détournement? C'est parce qu'on sent beaucoup d'acrimonie en disant, voilà, il faut comme si on attendait une sanction contre des médias qui joueraient un rôle, en tout cas injuste, par rapport à l'appréciation du monde. En fait, est-ce que, au final, le détournement, le fait que les gens disent, bah moi, et là, on le voyait dans les chiffres de vente, dans les chiffres d'audience, dans les chiffres de consommation de médias qui baissent parce qu'effectivement les gens se détournent. Donc l'intérêt aussi de ces médias, c'est d'être aussi plus à l'écoute
des centres d'intérêt de leur public et également des modes de consommation. On l'a vu, la délinéarisation des médias, ça a permis aux gens de se dire, bah, tout, tiens, je peux consommer pas uniquement à heure dite selon une grille figée. Donc c'est vrai aussi que c'est l'intérêt même des médias d'avoir cette adaptation. Donc on ne peut pas leur... en tout cas, c'est pas uniquement à des fins... On ne gagne pas sa vie pour un média, je parle, l'entreprise média ne gagne pas sa vie sur de l'idéologie. Donc il faut qu'il y ait soit une audience, elle va orienter ses propos parce qu'il y a une audience, et ça va financer, ou alors elle a un financement extérieur. Alors vous parlez de RT France ou d'autres médias, effectivement un financement étatique qui permet de mettre de côté la problématique du modèle économique. Puisqu'il faut le rappeler, il n'y a que 2 modèles économiques dans les médias, il n'y en a pas 3, il y en a 2, c'est-à-dire soit vous faites de l'audience et vous faites de la publicité, soit vous faites de l'abonnement. Et donc si on n'a pas d'audience, on ne peut pas faire de publicité, on ne gagne pas sa vie. Et si on n'a pas d'abonnés, on ne gagne pas sa vie et on ne peut pas faire de médias. Mais c'est vrai que la question que vous évoquez là, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas dire aussi aux médias, vous êtes des entreprises comme les autres, soyez à l'écoute de vos clients, enfin en tout cas de votre audience, de manière à comprendre ce qui ne se détourne pas de vous. Je réponds rapidement là-dessus, effectivement. Là, quand je parle de grands médias, je parle de grands médias et certains grands éditorialistes. Je ne parle pas des journalistes qui sont dans les rédactions et qui ne sont pas très très bien payés, ou des pigistes qui sont sur le terrain, ou les GRI. Je parle vraiment de la haute sphère, du dernier étage. Oui, mais c'est quoi, certains grands médias. 30 personnes. Oui, c'est quoi, au total sur le pays, c'est quoi? Certes, c'est peut-être 30 personnes, mais c'est eux qui font les papiers, c'est eux qui sont sur les plateaux télé. Et moi, je continue à penser qu'il y a une véritable endogamie idéologique. Et je crois qu'il y a une endogamie idéologique. Et je le dis dans mon bouquin, n'hésitez pas à le lire, sur la mondialisation, sur l'Union européenne, sur le néolibéralisme. Et il y a une vision commune. Il y a une vision commune. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'aujourd'hui, c'est bloc contre bloc. C'est bloc contre bloc. Et je vous invite à lire le très bon livre de Jérôme Sainte-Marie sur le bloc élitaire contre le bloc populaire. Et aujourd'hui, une partie de certains, ce qu'on appelle la crème, entre guillemets, éditorialistes, finalement, sont dans une endogamie avec une partie de notre classe politique et aspirent à la même vision de la société que la plupart des Français ne partagent ou à faire pas. de la politique, Voilà. si c'est ce qu'on prête par exemple à M. Zemmour, d'être à la fois éditorialiste et après de passer à la politique. Ou M. Guetta qui est allé chez la REM avant les européennes et qui nous vendait quand même des éditos. Mais sur un scrutin de liste, c'est Oui, moins audacieux que d'aller se présenter tout seul. C'est l'histoire du scrutin de liste, c'est une histoire de fiabilité, d'objectivité, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est dans les deux sens, en fait. Et ça, c'est terrible parce que je vais vous dire, quand je lis Jérôme Sainte-Marie, qui est vraiment un livre fondamental pour moi, très structurant, il y a ce bloc élitaire contre ce bloc populaire, concrètement. Et moi, ce que je crains, je vous le dis, c'est que là, aujourd'hui, on est camp contre camp. On est camp contre camp. Et on le voit d'ailleurs tous les jours. Tous les jours, on se rapproche de la présidentielle et ça devient de plus en plus violent. De plus en plus violent. Bon, vous avez effectivement CNews qui représente bien ce média qui, à un moment donné, s'est dit tiens, là, il y a un segment qui n'est pas pris, on va y aller et on va essayer d'occuper le terrain. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui là-dessus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Oui, c'est ce que j'évoquais. On parle à l'audience, on va là où le public semble exister et en nombre. Mais vous avez les médias qui sont de l'autre côté de la barrière, certains une autre approche de la politique, une autre approche de la société. Et je parle une fois des éditorialistes, ce que j'appelle les faiseurs de roi, eux aussi à leur tour deviennent de plus en plus violents. Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est d'une violence entre médias de plus en plus. Ça a toujours été à l'approche présidentielle. Mais là, on atteint des sommets, ça fait peur. Et pareil, et ça se retranscrira, je le déplore à l'avance, je préfère le dire, ça se retranscrira dans la rue, à un moment donné, parce qu'on est dans une société qui est au bord de l'explosion, très sincèrement. Et les médias aujourd'hui ont joué ce rôle. Et je finis très vite là-dessus. Mais moi, une des solutions, et peut-être qu'on en reparlera en fin d'entretien, mais à un moment donné, il faudrait quand même remettre la mairie au centre du village et remettre du pluralisme des voix pour apaiser tout ça, parce que sinon, nous allons avoir des excès dans tous les sens. Et sur Facebook, on le voit. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec ce que vous avez dit au début, qui est de dire, en fait, il y a plein d'endroits où on peut s'exprimer. Il y a plein d'endroits où on peut prendre l'initiative. Oui. Et au pire, ce qu'il faut, c'est laisser ces éditorialistes, s'ils n'intéressent personne ou ils ne représentent rien, les laisser tout seuls autour de leur tasse de café. Et parce que c'est aussi l'opportunité du numérique. C'est le fait qu'il y a plein d'autres cénacles dans lesquels on peut éventuellement... Mais vous avez raison, mais c'est là qu'on va toucher du doigt les fake news, c'est là qu'on va toucher du doigt l'extrémisme radical de vision politique, alors que si les médias encadraient tout ça dans des débats pluralistes, j'étais chez Morandini il y a quelques jours, il me disait on ne peut pas dire ça, on débat partout en permanence. Oui, mais on débat partout en permanence, mais ça vous me parlez de la forme, Jean-Marc Morandini, vous ne me parlez pas du fond. Quand on a un débat, notamment sur l'Union européenne, il faut avoir un plateau équilibré entre des gens qui peuvent expliquer qui sont souverainistes et pourquoi, ou du moins des économistes peut-être plus de gauche aussi, comme les Thomas Porcher, les Frédéric Farah, et des gens en face qui sont
profondément européen. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut retrouver ces débats et pas laisser justement aux réseaux sociaux l'espèce de monopole d'aller sur des trucs où on dit beaucoup de bêtises. Et moi, je le vois même, on dit beaucoup de bêtises. Et finalement, on se retrouve avec une hystérisation du débat public. Tant qu'elle reste hystérisation, ça va, mais le jour où elle débordera vraiment, ça sera beaucoup moins rigolo. Et c'est pour ça que je finis là-dessus. Je tire à ce alarme pour essayer à un moment donné, à quelques échéances de la présidentielle et face à des lendemains politiquement et socialement qui risquent d'être compliqués, et je pense que les Gilets jaunes, c'était qu'un avant-goût, il faudrait quand même que tout ce petit monde prépare l'été, profite de l'été et essaye de s'apaiser, parce qu'on n'en prend pas le chemin. Là, en ce moment, je trouve que dans les médias, il y a une guerre des médias qui est féroce et qui même, les coups partent bien en dessous de la ceinture en ce moment. Une initiative que vous êtes en train que vous avez conçue, cette Journalism Trust Initiative. Est-ce que ça, c'est pas une riposte, mais une contribution au débat pour essayer justement de restaurer à la fois la confiance et une relative élévation du débat sur les questions d'information et de confiance? Alors, ce n'est pas une contribution au débat, c'est une contribution à l'organisation du débat. Ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que avant, il y avait des garanties démocratiques pour le pluralisme, pour l'indépendance de l'information, pour l'honnêteté insuffisante, qui n'empêchaient pas les biais ou des formes d'idéologie dominante de s'imposer. Ça, c'est difficile à empêcher pour le coup. Ça suppose un effort des acteurs. Mais il y avait quand même des formes de garantie. Elles ont sauté. Comment on les reconstruit? Donc on a lancé 2 initiatives, dont celle que vous venez d'évoquer. La première, pour aller vite, qui s'appelle l'Initiative sur l'information et la démocratie, qui vise à dire il ne faut pas que ce soit Mark Zuckerberg qui décide s'il peut retirer le compte de Donald Trump. Et demain, celui d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou d'un autre. Il faut que ce soit des décisions fondées sur des principes démocratiques qui sont à définir, parce qu'on ne connaît pas les principes. Qu'est-ce qui fait qu'on retire un compte ou pas, qu'on le suspend ou pas? Aujourd'hui, personne n'en a la moindre idée. Et donc, il faut définir des principes démocratiques et les imposer aux plateformes numériques qui aujourd'hui structurent l'espace. Donc, on a lancé cette initiative avec une commission, avec des grands esprits d'un peu partout dans le monde, qui a débouché sur la signature d'un partenariat international sur l'information et la démocratie par 42 États. On a créé ce qui est un peu l'équivalent du GIEC pour le processus climatique, mais là pour la question démocratique, qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie, et qui remet des recommandations aux États en faisant travailler des gens partout dans le monde et en disant voilà, à notre sens, c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème. À un niveau plus micro, c'est-à-dire s'agissant du comportement des acteurs, on est confronté aujourd'hui à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette concurrence de tous les contenus contre tous les contenus sans distinction. Et au fond, ceux qui s'imposent une forme d'exigence en termes de vérification, de correction quand il le faut, de prohibition des conflits d'intérêts, ils sont désavantagés d'une certaine manière aujourd'hui. Donc il faut retrouver un mécanisme d'avantage. Donc il faut arriver à redistinguer le journalisme de ce qui n'est pas du journalisme. Et on l'a fait sur la base d'une initiative en réunissant des syndicats de journalistes, des grands médias, des grandes agences de presse de partout dans le monde, des associations de consommateurs, ce n'était pas seulement de l'entre-soi, qu'on définit sur la base de la Charte de Munich, d'un certain nombre de textes et de pratiques, une norme, c'est en fait devenu une norme européenne, la Journalism Trust Initiative, qui est un cadre de référence. Là, on est en train de créer un dispositif, on a lancé récemment une plateforme qui permet de vérifier si les processus éditoriaux des médias correspondent à ces principes de base sans lesquels on ne peut pas parler de journalisme. Et vraiment, ces principes ne sont pas du tout orientés politiquement, pas du tout. Sinon, ça aurait été une Comme par exemple d'avoir une indépendance du rédacteur en chef vis-à-vis des intérêts commerciaux. D'avoir des mécanismes de correction quand on a commis une erreur. Il y a 200 critères. Et ce seront des sociétés extérieures qui feront la vérification de la conformité des processus. Et ensuite, ça permet que les plateformes numériques l'utilisent pour leur indexation, pour faire remonter les contenus. Parce qu'aujourd'hui, que les annonceurs affectent un peu plus leur argent, même chose éventuellement pour les subventions publiques, les philanthropes, les organes de régulation. En gros, aujourd'hui, on peut dire « Ah ben oui, mais vous allez favoriser certains. » Mais les algorithmes, ils favorisent quelqu'un, toujours. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en premier, quelqu'un qui arrive en deuxième. La question, c'est sur quelle base se fait ce tri? Est-ce qu'on veut que ce tri se fasse juste sur celui qui est le plus outrancier? Parce que ça fait plus de clics et donc on remonte plus. Est-ce qu'il y a un facteur intégrité? Est-ce qu'on tient compte de la qualité des processus éditoriaux ou pas?
S'agissant de l'agroalimentaire, je pense que tout le monde se dit, aime aller voir, avoir son Yuka en allant dans un magasin, vérifier que les choses, que c'est pas empoisonné, que c'est pas produit avec des pesticides ou que sais-je encore. Ou en tout cas, si c'est le cas, de on le a des savoir. garanties. Non, mais on a des garanties sur la qualité de l'eau, des barres chocolatées, sur la manière dont ça a été produit. Bah, pour l'information, c'est bien la moindre des choses d'avoir un peu une idée des conditions de production, des conditions d'indépendance, etc. Et donc, c'est ce qu'on vise à reconstruire. Et je dois dire qu'on a réussi à travailler avec, donc c'est à l'échelle internationale et avec Google et Facebook qui ont fini par s'inscrire à ce processus. Et ça veut dire que dans leur classement dans les moteurs de recherche vont être modifiés, ou en tout cas vont prendre en considération une partie de cette classification. Absolument. Donc, qui viendra s'ajouter à l'algorithme, c'est-à-dire globalement entre les liens sponsorisés, ce que les internautes utilisent le plus, donc qui permet de remonter dans les classements, et en plus cette... Mais il y a toutes sortes de critères. Bien sûr, c'est pour ça. Google, par exemple, est parti au début sur un principe de littérature académique. C'est plus il y avait de citations, de sources elles-mêmes. Dis-moi qui parle de toi et je te dirai qui tu es, et donc ça permettait de valoriser. Comment faire valoriser l'intégrité considérant que l'indépendance, le pluralisme font partie de l'intégrité, pour donner de la visibilité au contenu. Alors qu'aujourd'hui, on a, et les algorithmes, du fait aussi des biais cognitifs des êtres humains, peuvent favoriser les contenus les plus extrémistes, parce que plus vous êtes outrancier, plus vous cliquez. Parce que ça renvoie, et je voudrais poursuivre sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas Vidal, sur la question de l'Union européenne, par exemple. On est dans une forme de piège. C'est qu'effectivement, il faudrait que les journalistes s'intéressent beaucoup plus à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la réalité du pouvoir, elle est largement là. Et qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation où on s'intéresse à une forme de théâtre du pouvoir, mais qui n'est plus la réalité du pouvoir. Et ça, c'est perçu par les gens. En revanche, quand un journaliste va enquêter sur l'Union européenne, est-ce qu'il fait une forte audience ? Malheureusement, non. Et donc, on est dans une... je dirais qu'il y a une forme de complicité active entre le public et les médias sur cette question-là. Non, mais là, vous avez raison. Il faut qu'on réouvre le champ, qu'on regarde, effectivement, qu'on ne restreigne pas les débats du fait d'une idéologie, d'une caricature morale, etc., mais aussi qu'on sorte de cette situation de conflit. Moi, ça me rappelle beaucoup un tableau de Goya qui est au musée du Prado à Madrid, et on voit deux types en train de se mettre sur la figure avec des armes blanches, obsédés l'un par l'autre. Michel Serres en parle au début du Contrat naturel. Ils sont obsédés l'un par l'autre et ils ne voient pas qu'en fait, ils ont un ennemi commun. C'est les sables mouvants dans lesquels ils sont en train de s'enfoncer. Et je trouve qu'on est un peu dans cette situation-là. Mais est-ce que c'est juste un sujet d'écriture aussi ? Parce qu'on a vu des nouveaux médias émerger, que ce soit Brutix dans son format, que ce soit Combini, que ce soit aussi qui ont pris des sujets politiques, alors qui n'étaient pas aussi peut-être ardus que certains sujets de négociation au sein de l'Union européenne sur des schémas de temps long, mais de manière à les rendre accessibles, attractifs. Alors évidemment, il y a forcément, pas un compromis, mais il y a un effort mis sur la mise en forme, et donc effectivement de manière à mettre à disposition de certains publics qui ne seraient pas allés lire des comptes rendus politiques ou des recensions de la chaîne parlementaire. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les anciens médias, oui, les plus anciens, et journalisme. La question, c'est la fonction sociale du journalisme. Est-ce que demain... Alors, on a besoin d'institutions, donc ce serait une perte si les quotidiens papier, la presse papier en général, les télés, on a besoin d'institutions où il y a un savoir-faire. Enfin, tout détruire, ça ne permet pas de reconstruire du nouveau. En revanche, il y a une forme de neutralité sur est-ce que les choses sont en ligne, hors ligne. La question, c'est garanties apportées à l'information, au pluralisme. Après qu'elle se manifeste avec des nouvelles écritures, heureusement, il faut aller chercher le public, ça évolue. Enfin, il ne s'agit pas de faire subsister de l'ancien. Ce qu'il faut garder de l'ancien, c'est pas que rien ne change. Il faut que tout change pour que rien ne change. Mais ce qui ne doit pas changer, ou plutôt ce qui doit même être favorisé et promu, c'est l'exigence sur l'information. Parce qu'à la fin, ce qui est un enjeu, c'est la répartition du pouvoir, l'égalité des chances. Et pour ça, c'est d'être lucide sur la réalité du monde. C'est le droit à l'information de chacun. Et le droit s'il y a une petite remontée des médias classiques dans le classement Lacroix cette année, c'est qu'au fond, quand on dit le journalisme, c'est le pilier de la démocratie, enfin, ce qui est vrai, mais il y a une partie des gens
qui gonflent la joue et qui se mettent le doigt dessus. Mais là, ils ont perçu quelque chose qui était plus concernant, comme on dit en marketing, qui est le droit à la santé. Qui est que si on avait des informations frelatées, manipulées, etc., on risquait de tomber malade, voire... Oui, mais parce que c'est le parfait exemple. Et donc, une information complexe, contradictoire et qui a un impact sur ma vie personnelle. Donc on est vraiment dans le besoin d'avoir ce traducteur, cet interprète, ce pédagogue, parce qu'on a des sujets qui sont ardus, qui sont incertains, qui sont contradictoires et qui, en fait, au final, ont un impact. Est-ce que vaccin, oui, non, un vaccin, oui, mais lequel, une dose, deux doses, contre-indication, pas contre-indication, limite d'âge et comorbidité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où les gens, au final, sont très, 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 très intéressés et ils ont besoin d'avoir ce raffinage au sens pétrolier. C'est-à-dire j'ai une manière brute et j'arrive à faire quelque chose que je vais pouvoir utiliser chez moi. Oui, mais effectivement, je suis assez d'accord. Et je vais répondre à cette question, bien entendu. Mais finalement, sur le cercle vicieux entre les journalistes et le public, et vous l'avez dit, il y a un rôle, il y a l'initiative de venir des médias. Parce que c'est eux, à un moment donné, les citoyens ne peuvent pas, à un moment donné, toute la journée, faire sa revue de presse comme nous, à 4h30, je suis en train de faire ma revue de presse ce matin. Voilà. Et c'est vrai que c'est les médias, comme vous imaginez, sur ces questions, notamment, qui sont centrales de l'Union européenne. Quand on vous explique finalement, quand on vous explique pas finalement que cette réforme de retraite ou d'autres sujets, regardez notamment sur les traités européens, le traité constitutionnel de 2005, la plupart des grands médias étaient pour le oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens ont voté non. Vous voyez, donc cette fracture, elle vient de très très loin. Et je crois qu'à un moment donné, les médias doivent absolument reprendre à un moment donné le fil, faire beaucoup plus de débats, de pluralisme et arrêter, vous l'avez dit tout à l'heure, donneur de leçons, de la moraline en permanence. Et sur des grands sujets aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte. Et le mouvement, notamment des Gilets jaunes ou d'autres, je pense qu'il y a une partie des gens qui se sont vraiment repris en main. Je pense qu'il y a des gens qui étaient dans leur canapé, qui étaient avec Netflix et des coca, et il y a vraiment des gens qui sont sortis de chez eux, ils sont sortis d'IKEA, ils ont repris les ronds-points devant IKEA, justement, et ils se sont dit, attends, on est en train de nous la faire en travers, là, depuis un moment. Et bien sûr, le fusil où la cible est devenue rapidement les grands médias. Les grands médias, parce que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas comprendre à un moment donné qu'on n'ait pas des débats équilibrés sur des sujets comme ça. Regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le traité d'Aix-la-Chapelle, il a été signé il y a 2 ans et demi. Moi, je suis ces questions européennes. Vous savez qu'il a été mis en ligne sur le site de l'Élysée 3 jours avant. Et qu'est-ce qu'ont fait les grands médias? Oui, vous ne vous rendez pas compte, ils sont allés chercher tous les tweets complotistes et tous les posts sur Facebook complotistes pour nous expliquer effectivement que le traité d'Aix-la-Chapelle n'était pas une annexion de l'Alsace-Lorraine pour l'Allemagne. Ils avaient raison. Mais au lieu de s'alarmer que le pouvoir, finalement, planque le texte pour ne pas savoir ce qu'il y avait dedans, non, ils sont allés chercher, ils ont passé 3 jours à aller draguer Facebook et les réseaux sociaux pour aller savoir qui était le Français du fin fond de la Dordogne qui nous avait fait un petit tweet complotiste sur que la France allait vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi on n'a pas eu ce texte avant. Pourquoi c'est un traité fondamental. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. C'est un traité fondamental sur la souveraineté, malgré ce qu'on nous a dit comme fake news du part de beaucoup de grands médias. En fait, il fallait lire les 42 articles du traité aussi. Ça, c'est toujours pareil. C'est un peu pénible de lire les traités. Et la question aurait pu être, attendez, il y a un traité important pour les Français. Il faut à un moment donné qu'on ait un texte bien avant et qu'on puisse une nouvelle fois faire de grands débats, ou même sur un service public. C'est aussi peut-être le rôle du service public de dire, ben tiens, je crois que le jeudi soir, il y a une émission politique qui dure 3h30, souvent, parfois qui n'a aucun intérêt. Pas tout le temps, parce que j'ai regardé des bonnes émissions, mais parfois ça arrive. Et là, il aurait fallu faire une grande émission là-dessus, en équilibrant les gens, en équilibrant les invités et en permettant à chacun de donner son point de vue. Sereinement, bien entendu, c'est pas le café du commerce, mais sereinement parce que les Français le méritent. Et vous avez raison dans la responsabilité des Français, mais je crois qu'aussi, nous, médias, quels que nous soyons, quelle que soit notre taille, notre format, notre moyen de diffusion, nous devons ça. Nous devons ça aux Français, nous devons ça à notre pays, me semble-t-il. Mais je vais raconter une anecdote qui va plaire à Nicolas Vidal. Moi, je crois qu'il faut qu'on se méfie effectivement du débat sur le complotisme. Évidemment qu'il y a des complotistes et qu'il y a des gens qui croient des choses tout à fait farfelues sur les traînées blanches des avions, enfin, qui me semblent farfelues. Je n'ai pas enquêté, mais il me semble que c'est farfelu. Mais aujourd'hui, on est dans un risque, enfin, on a une forme de risque que l'accusation de complotisme serve à éteindre des débats aussi. Bien sûr. Et je dois dire que moi j'ai fait une longue enquête sur la réalité du pouvoir en Europe, la captation oligarchique du pouvoir qui s'appelait Circus Politicus, un bouquin. Et lorsque je suis venu le présenter sur les plateaux télé, et franchement c'était que du journalisme d'investigation, des pièces,
il n'y avait pas, à aucun moment, un complot été évoqué. Bah, sur certains plateaux télé importants, des journalistes qui n'étaient pas habitués à lire l'histoire européenne de cette manière, etc., disaient « c'est pas un peu complotiste votre truc ?» Et donc vous vous retrouvez immanquablement en défense, alors même que vous êtes venu présenter des faits. Et donc je pense qu'il faut qu'on... Et nous, Français, avons un peu tendance à utiliser toujours des grands mots. On a quand même une forme de lyrisme et de débat un peu enflé, mais de revenir un peu plus à des débats factuels. On a besoin des journalistes pour des débats factuels et cesser une forme... parce que, par ailleurs, le débat est en train de dériver de manière très idéologique. Et plus que... Le problème, c'est d'avoir le pluralisme, pas nécessairement une polarisation idéologique où chacun campe dans son camp. Et on est un peu en train d'aller vers ça, malheureusement, en France. Et comment on revient sur un terrain où on s'écoute, on regarde les faits allégués par l'autre, parce qu'il n'y a pas d'objectivité, ça n'existe pas, il y a une subjectivité désintéressée, et puis il y a surtout des vérités factuelles. Et ça existe, les vérités factuelles. Alors, on ne va pas chercher les mêmes en fonction du camp dans lequel on est, mais l'intelligence, ça suppose aussi d'aller écouter les vérités factuelles de l'autre et d'essayer d'être le plus lucide possible. Juste s'il y a une question dans la salle, puisque nous avons la chance d'avoir encore un peu de, un peu de public, Madame, pardon, et je vais la reprendre de manière à ce qu'elle soit enregistrée, si vous le voulez bien. Par rapport à la surinformation d'article en article, de condamnation en condamnation, notamment je pense aux journalistes qui sont emprisonnés pour des tweets partout dans différents pays, rien ne change en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que rien n'est efficace. Donc quelles seraient pour vous les solutions pour que justement un journaliste ne puisse pas être emprisonné à travers un tweet, malgré vos efforts d'informer, ce qui est déjà énorme. Mais quelles sont pour vous les solutions? Alors, juste de manière à ce qu'elle soit passe à l'antenne, votre question était, et vous me corrigerez si je la trahissais, de dire effectivement que le phénomène que vous constatez et qui est évidemment une raison d'être de Reporters sans frontières, c'est de lutter contre l'enfermement des journalistes suite à leur publication, et que même la simple publication d'un tweet ou d'un post sur un réseau social conduit quelquefois à l'enfermement de journalistes dans certains pays. Et donc comment est-ce que effectivement, est-ce que cette situation est une fatalité et est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration? C'est ça? Oui. Oui, je vais vous répondre. Merci, madame. Il y a ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, et notamment citoyens français. On est dans un moment où les pouvoirs autoritaires ou despotiques se sentent pousser des ailes. Parce qu'il y a un pouvoir, le cas échéant, économique plus fort, parce qu'il y a la montée de Pékin, du système dictatorial du Parti communiste chinois, d'autres régimes autoritaires. Donc l'intimidation par la dénonciation, à beaucoup de régimes, ça fait peu. Aujourd'hui, ça ne leur fait pas grand-chose. Et c'est vrai, comme vous le disiez, que de plus en plus, des journalistes sont incarcérés, parfois juste pour un tweet en Turquie. Nous, on a eu notre propre correspondant qui a passé 1 an en détention, enfin 11 mois en Algérie, Khaled Raheni, et il y a des centaines de cas comme ça. Ce que nous pouvons faire, c'est éviter les fausses comparaisons. C'est-à-dire, j'entends trop souvent aujourd'hui au motif que les médias français ne seraient pas irréprochables ou totalement indépendants ou qu'il y a des hommes d'affaires qui possèdent, de comparer avec ce qui se passe en Turquie, en Russie, en Chine et dans moult autres pays. Parce que ceux qui disent ça ne se rendent pas compte et c'est absurde de le dire quand on regarde la situation de ce que sont les journalistes dans ces pays et le contrôle de l'information. Ça n'est pas de même nature. Et deuxième chose, c'est que nous tous, on ne se dise pas que les dictatures ont gagné. Parce qu'en fait, elles n'ont pas gagné, qu'elles sont friables, que contrôler l'information à la fin, ce n'est pas le meilleur moyen de mobiliser la population, ce n'est pas le meilleur moyen de tirer le profit des ressources d'un pays, et que ça finit à la fin, il y a quand même une force des démocraties, c'est que c'est le meilleur moyen d'assurer une forme de répartition de la reconnaissance, de mobiliser la population, et qu'à la fin, on peut quand même penser que c'est les démocraties qui vont l'emporter, même s'il y a une phase un peu négative. Et on est un peu aujourd'hui dans une forme de négativité sur ces questions. Il n'est pas exclu que les médias y aient leur part. Et c'est d'ailleurs un des plus grands reproches faits aux médias par la population, c'est
vous êtes trop négatif. Et de fait, c'est vrai, il y a un biais négatif des médias qui parlent des trains qui ne sont pas à l'heure, comme si en fait c'était vraiment une règle professionnelle. Or, ça n'est nulle part dans la charte de Munich qu'il faut parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et le rôle des journalistes, ça doit être de parler des événements, des fracas, et les fracas par nature, ils sont négatifs. Les événements, presque par nature, ils sont négatifs. Alors, il peut y avoir des élections, c'est pas nécessaire, mais les accidents, c'est rarement positif. En revanche, les situations, les évolutions qui font que à moult égards le monde, à mains égards pardon, le monde va beaucoup mieux en termes de mortalité infantile, de sous-alimentation, etc. Et ça ne transparaît pas vraiment. Et ça, je pense, c'est une des plus grandes questions que doivent se poser les journalistes. C'est pourquoi on donne une représentation du monde aussi négative, même quand il va beaucoup mieux. Parce que ça finit par affaiblir les démocraties. Et ça, je crois que c'est un facteur d'affaiblissement auquel il faut absolument que les journalistes réfléchissent. Pas nécessairement sous l'angle du journalisme de solution ou du fait qu'il faudrait... mais juste de porter une appréciation lucide sur la réalité. La réalité, c'est pas d'abord les accidents. En tout cas, de relater les contrastes, c'est-à-dire à la fois les dimensions claires et les dimensions sombres. Mais oui, puis il y a beaucoup d'évolutions d'évolutions qui sont positives, voilà. Mais les évolutions positives, par nature, elles sont invisibles, elles sont subreptices, lentes, douces, et même quand elles sont massives. Et ça finit par nous plomber le moral, et ça finit par faire qu'on va pas bien. Et je pense que c'est une des plus grandes critiques qui sont faites aux médias, parce qu'il y a aussi la France heureuse. Alors on se met depuis quelques jours à la faveur des enquêtes de Luc Brunner de reparler de la France heureuse, mais la question de la représentation générale, ça fait partie des questions relatives à l'idéologie journalistique, à ce qu'on peut lui reprocher. Nicolas Vidal, quand vous avez créé justement des médias et le fait de se dire, bah, tiens, est-ce que je vais créer quelque chose qui correspond à une offre qui n'est pas encore satisfaite ou en tout cas à des besoins, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'une des perspectives, est-ce que c'est la fin d'après vous, des médias généralistes, c'est-à-dire qui va parler de tout? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance que la technologie permet, alors ce n'est pas une sorte de communautarisme, mais de communauté d'intérêt, ou en tout cas de consommation de médias à la carte, où chacun va composer sa propre grille, son propre programme, et qui au final peut avoir comme perspective de dire je vais avoir des sujets qui m'intéressent, mais également que des sujets que je connais, ou en tout cas d'être dans cette, on a parlé de bulle informationnelle, est-ce que c'est un péril également? Alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis un boulimique de tout. Je lis beaucoup de choses, des sujets qui à première vue, ne m'intéressent pas. Et je me mets souvent à me passionner parce que l'article est bien fait, parce qu'il y a une belle interview, parce qu'il y a quelqu'un que je ne connaissais pas. Moi, dans Pouce, j'essaye d'avoir vraiment un nombre d'invités très, très large. Et généralement, sur les sujets, je répète que je ne connais pas, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir faire parler, bien sûr, quelqu'un qui a une légitimité sur un sujet en particulier et qui peut nous permettre, à un moment donné, de le toucher du doigt. Et non, je pense qu'après, c'est très généraliste ou très spécialisé. Je pense que surtout qu'il y a des choix éditoriaux de chaque rédaction. Il y a une patte d'un média également. Moi, je suis effectivement sur des interviews un peu plus hardcore, avec des gens qui ne sont vraiment pas du tout mainstream. Mais là, aujourd'hui, on publie un grand entretien avec Gaspard Koenig. Donc, vraiment, on est quand même sur des choses très très larges. Mais après, parce que j'essaye de faire un média comme moi, je lis la presse. Et j'ai lu, je prends toujours cette anecdote, j'étais à la fac de philo de Montpellier quand j'avais encore 20 ans. J'étais très jeune à cette époque-là et j'achetais un magazine de philosophie qui faisait un format de 145 pages. Et c'était écrit en Time New Roman 6 et il y avait 42 pages sur Heidegger. Et même moi qui étais en philo, je me suis dit, mais c'était absolument indigeste. Il faut simplement être vraiment un spécialiste de la question pour se passionner. Et je me suis dit, le jour où je vais faire un média, je veux faire tout sauf ça. Je vais faire de l'information, mais je vais faire quelque chose pas ludique, mais accessible. Accessible, qui est agréable à regarder et dont les gens peuvent s'intéresser. C'est ça qui m'intéressait. Et par rapport aujourd'hui à ça, alors c'est vrai qu'après, je n'ai pas dérivé, mais on s'est plus rangé sur le côté vraiment du débat, donc aller chercher des grands sujets, aller chercher dans un écosystème, un environnement, des gens qui peuvent nous apporter deux points de vue radicalement opposés, radicalement différents. Et c'est compliqué de les avoir, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube Pouch Live qui marche pas mal, plus de 70 000 abonnés avec 7 millions de vues en un an, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est difficile de les mettre ensemble sur un plateau où on va voir des gens. Mais par contre, dans les grands entretiens, je milite absolument pour les grands entretiens. C'est vrai qu'on entend beaucoup depuis des années le temps long, le format long et tout. Mais il faut encore avoir aussi des lecteurs qui sont capables de mobiliser 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes sur un entretien et qui
qui ont envie aussi de s'abonner à la presse, parce qu'on en parlait. La responsabilité, là, on peut en reparler. La responsabilité française aussi de ne pas s'abonner. À un moment donné, je leur dis souvent, oui, vous comprenez, c'est cher, mais déjà, vous avez Netflix, Canal+, peut-être qu'il serait peut-être judicieux aussi pour une initiative citoyenne de peut-être annuler un abonnement multimédia ou de VOD et d'aller fouiller, d'aller s'abonner à un média en ligne ou un média tout court d'ailleurs. Donc voilà, pour répondre à votre question. Et ça, vous pensez que c'est une perspective accessible, le fait que les gens à un moment se disent l'information, ça a un coût, ça a un prix, et de la même manière que je vais choisir telle plateforme parce que les contenus sont intéressants alors que telle autre, elle est peut-être pas si chère, mais les contenus sont indigents. En fait, les gens arrivent un peu comme justement à faire des choix. Est-ce que on peut revenir, ou en tout cas venir à cette logique de je vais investir, je ne vais pas dire dépenser, je vais investir pour de l'information? Ben moi, avant la crise du Covid, j'étais un fabuleux pessimiste, très sincèrement. Et effectivement, avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que les gens se sont retrouvés terrés, se sont retrouvés incarcérés chez eux, et ont surtout voulu comprendre ce qui se passait. Et à un moment donné, il faut bien dire qu'ils n'ont pas trouvé non plus toutes les informations dans certaines grandes chaînes. Voilà, je vous prends l'histoire du laboratoire de Wuhan, l'origine du virus. Il y a encore 2 mois, on ne pouvait pas en parler, c'était la fake news complotiste conspirationniste. Et là, comme de par hasard, maintenant, ah ben ça y est, on peut en reparler là. Mais vous imaginez que ça fait 4 mois que vous avez mis une chape de plomb sur la tronche. Je suis désolé d'être trop trivial, mais en tant que journaliste, ça m'énerve. Parce qu'on se rend compte que 4 mois après, maintenant, ah ben ça y est, on a réouvert les portes, le bonhomme est passé au vert, on peut en reparler. Donc, je reviens à votre question, je fais une petite passerelle. Les gens aussi, ils l'ont vu, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Voilà, sur tous ces sujets-là, où ça a été très confus, très compliqué. Quand vous avez une chaîne télé de Première Info, je ne citerai pas le nom, qui a quand même fait des clips pour aller se faire vacciner, je ne suis pas persuadé que ce soit je ne sais pas vous, une chaîne info qui fait des clips pour aller se faire vacciner, je ne suis pas sûr sur le rôle des médias. Voilà, me semble-t-il, c'est mon avis. Donc voyez-vous, en fait, ces gens sont venus sur des médias, et on est plusieurs médias indépendants, et on s'est rendu compte qu'on avait effectivement une hausse des abonnés. Une hausse des abonnés, beaucoup plus de gens fidélisés, beaucoup plus de visites sur nos sites, beaucoup plus de messages, beaucoup plus d'interactions. Et effectivement, on en a bénéficié. Parce qu'aussi, on a essayé, comme on a pu, avec nos petits moyens, nos petits bras, et nos 8 heures ou 10 heures de temps de veille par jour, d'aller apporter une information, d'aller faire les interviews, essayer de décrypter comment on pouvait aussi cette situation-là, et puis aussi parler un peu d'autre chose, hein, parce que le monosujet, pendant 1 an et demi, ça va bien. Et voilà, donc on a essayé de faire ça. Et effectivement, on a gagné un abonné. Alors, soyons très clairs, hein, on n'achètera pas un building à la Défense avec ce qu'on a gagné, mais au moins on a senti qu'avec un regain d'intérêt, d'une part parce que les gens voulaient se réinformer ou s'informer, et ils voulaient aussi voir autre chose. Voilà, et on a vu, et effectivement, dans le choix des invités, plus on a invité des gens francs-tireurs, plus on avait de monde. Mais toujours avec des choix éditoriaux tamis, avec une certaine légitimité, et pas faire n'importe quoi, inviter absolument n'importe qui pour faire de l'audience, ça c'est pas mon truc. Voilà. Très bien. Question. Alors, attendez, voilà, monsieur. C'est pas forcément une question, mais puisque vous parlez de la confiance des gens, comme dans le journalisme, la confiance pour moi, elle est perdue, et elle reste toujours perdue, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on n'explique plus un métier, et vous n'en expliquez pas parce que vous parlez de médias, et vous n'êtes pas, votre métier de journaliste n'est pas le métier d'un média. C'est peut-être votre journal, mais pas le journalisme. Et à partir du moment où vous avez quitté le métier du journaliste, qui est pour moi un professionnel de l'information, et vous parliez très bien d'ailleurs tout à l'heure du traité d'Aix-la-Chapelle, moi je suis allemand, je vis en France, et je vis la différence entre l'information. En France, impossible, et en Allemagne, partout. Bon. Vous dites, c'est négatif, l'information. Alors, l'influence, c'est négatif. Les médias sont négatifs. Une bonne information ne peut pas être que négative. Puisqu'un bon informateur, il donne toute l'information. Quand je suis en France, j'ai l'impression il y a 5 informations qui ne m'intéressent plus parce que je l'ai déjà entendu je ne sais pas combien de fois. Et franchement, le meurtre qui est fait comme ça ou comme ça, à la rigueur, c'est un meurtre et je sais qu'il y en a. Je vais à l'étranger, j'apprends plein de choses, ce qui se passe avec les pays, la politique, les conflits, etc., ou le non-conflit, les succès. Donc, moi,
je suis représentant de la foire de Francfort en France. En France, on a décidé, avec la Fédération des salons et foires, que les foires sont des médias. C'est un drame que vous l'acceptiez même. Parce qu'un salon n'est jamais un média. Un salon est une plateforme dans laquelle les sociétés montrent leurs produits. C'est pas un média. Quand l'exposant devient un annonceur, donc si vous voulez, pourquoi voulez-vous que le citoyen normal français se met pas dans l'Internet en disant influencer, je sais faire aussi, l'opinion, porter l'opinion, je le sais aussi, j'ai une opinion. Quand je regarde la télévision, il n'y a que de l'opinion. Alors c'est vrai que, si vous connaissez un peu l'Allemagne, quand vous avez des informations de 20 heures, vous avez un homme très sérieux ou une femme, sérieusement dressé et rarement avec un sourire. Les Français qui viennent, des jeunes ou autres que j'ai vus, ils me disent « Oh là là, c'est barbant ». Non, c'est pas barbant, c'est l'information. L'information, elle est neutre, elle n'est pas souriante, elle n'est pas je veux te faire plaisir ». Ça fait plaisir aux uns, ça ne fait pas plaisir aux autres. Mais à partir du moment où je n'ai pas l'information, je ne peux pas assurer la démocratie. Et je trouve qu'il y a un risque que vous faites. Parce que, bon, quand je suis venu jeune en France, j'ai appris qu'il y avait un ministre de l'information. Bon, après Hitler, on l'avait supprimé en Allemagne. Et j'étais un peu choqué. Comment ça se fait qu'un ministre a à faire quelque chose avec l'information? L'information doit être libre. Si vous allez d'un monopole de M. Zuckerberg à un autre monopole de je ne sais pas qui, c'est pas bon non plus. Moi, ça ne me choque pas que M. Zuckerberg, qui a une réussite d'un outil, un outil qui transporte quelque chose, et qui dit non, moi je ne veux pas que M. Trump ait de l'attente. Ce qui me choque, que la population et les jeunes n'ont plus d'enseignement pédagogique. On le voit bien que les jeunes aujourd'hui sont très souvent disons, ils ont beaucoup de connaissances, mais il leur manque quand même un enseignement comme on l'a eu peut-être avant. Et je crois que ça rentre aussi là-dedans. C'est-à-dire si la presse, et moi je suis très concerné là-dedans, avec les foires, je suis tout le temps avec la presse. Et si la presse n'a pas son autonomie d'information, si les journalistes deviennent plus journalistes parce que j'ai des gens qui ne sont plus professionnels, j'ai un problème aussi. Alors, Un mot de commentaire. Ouais. Non, j'ai beaucoup apprécié ce que vous dites. Sur le sourire, je ne suis pas sûr que... Je pense que le journalisme est neutre en fonction du sourire ou pas. Ça, c'est plutôt la mise en forme. La mise en forme. Et je suis totalement d'accord sur la différence pour avoir vécu en Allemagne, sur la différence entre l'Allemagne et la France sur ce point. Mais sur ce que vous disiez sur Mark Zuckerberg, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, en Allemagne, l'information, il y a une régulation très forte, y compris sous l'angle de la concentration, avec une commission à Potsdam, alors c'est plus régulé au niveau des Länder en Allemagne, mais le champ de l'information, il est organisé et à l'échelle allemande. Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui, sur Facebook, a 2,8 milliards de personnes. Il a le pouvoir de remplacer le Parlement allemand aujourd'hui. Il a remplacé le Bundestag comme l'Assemblée nationale sur l'édiction des règles. La démocratie allemande, comme les autres, n'y survivra pas si c'est lui qui peut décider d'un seul coup que son algorithme a un biais politique. Et le Parlement allemand, quand il édicte une règle pour l'organisation de l'espace public, l'espace lui-même, il est neutre politiquement. Aujourd'hui, on n'a pas cette garantie vis-à-vis de Mark Zuckerberg. Il y a des mécanismes pour promouvoir la fiabilité de l'information. Il y a des mécanismes pour le pluralisme. Et tout ça, ça n'existe pas. Et donc, chez Mark Zuckerberg. Et donc,
voilà, c'était juste un point, mais je suis à... Mais c'est pour moi pas un problème de médias ou de presse. C'est un autre problème. Ah, c'est un problème qui est plus large. Qui existe dans l'économie, c'est le monopole. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, toutes les règles de l'économie, ce qu'on appelle Volkswirtschaft en allemand, parlent dans une Volkswirtschaft, il ne faut pas avoir de monopole. Peu importe si c'est l'automobile, si c'est un homme comme Zuckerberg. Mais là, il y a une question économique, mais on est aussi dans une question de pluralisme politique et c'est un peu différent. Aujourd'hui, il y a une connexité entre la concurrence économique et le pluralisme politique. Il y a des liens, mais ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Et s'agissant de Mark Zuckerberg, le problème, c'est qu'il édicte les règles. Il y a le fait qu'il ait une forme de monopole, il y a aussi le fait qu'il édicte les règles. Et d'ailleurs, les Américains, commencent à y penser, de casser les grands monopoles, dont M. Zuckerberg, dont d'autres. Donc, à partir du moment où vous avez un monopole, le seul monopole que normalement dans une démocratie puisse exister, c'est le monopole d'État. Tous les autres monopoles, et c'est ça en Allemagne, parce que Siemens a été coupé dans plusieurs morceaux, a dû vendre un certain nombre de choses parce que Siemens devenait trop grand. La presse, quand elle est trop grande, c'est pareil. Et c'est pour cela, en Allemagne, il y a peut-être plus de diversité. Il y a le Deutsche Mittelstand, il n'a pas été écrasé. Alors, l'Allemagne, en plus, c'est très singulière, parce que vous avez des groupes de médias qui ne sont que des groupes de médias. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des économies où... ce qui devrait être la règle. Oui, mais c'est pour ça que ça crée un cadre particulier, c'est-à-dire des entreprises de médias qui ne sont financées que par des médias et à partir de leur activité de médias. Donc ça crée un contexte particulier et avoir en plus, alors là on n'est pas dans le centralisme parisien, puisque d'être journaliste anciennement à Bonn ou à Berlin n'est pas un point de pouvoir, parce que quand vous êtes munichois, enfin de Munich, vous considérez que c'est juste la Bavière qui compte et donc c'est des travers qu'ils n'ont pas, donc que l'Allemagne n'a pas, donc c'est vrai que c'est les limites de la comparaison. Je vais vous remercier parce que, en tout cas, ce qui est intéressant, deux choses. Premièrement, c'est que manifestement, il y a certainement un sujet, parce que le pire pour les médias, ce serait de susciter l'indifférence, c'est-à-dire après tout qu'ils meurent dans leur coin ou qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur coin et ça se fera sans nous. Manifestement, c'est pas le cas. Mais par contre, ça crée des responsabilités, ça crée des obligations d'évolution. L'année qui va s'ouvrir, alors en France, on aime par contre marquer le temps électoral. C'est vrai que l'année va être structurante parce que, effectivement, dans les choix de société, dans les choix politiques qui vont façonner le collectif, donc les médias y auront leur rôle. Et donc, merci d'avoir apporté votre contribution. Donc, avec ces deux initiatives par Reporters sans frontières, la publication. Donc, Média, le grand errement chez Hugo Doc. Et puis, par rapport le fait de faire vivre ces corps sociaux vivants que sont les médias. Merci beaucoup, messieurs. Merci.